C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle semaine pour parler de sujets qui nous concernent. Bonjour à tous. La conception et l'accouchement constituent deux expériences psychiques et humaines fondamentales, toujours riches d'espoir, de fantasmes, souvent d'angoisse. Elles peuvent aussi être une source de détresse, de souffrance et constituer des moments propices de décompensation psychiatrique, parfois dramatique. Parmi les troubles de santé mentale en période périnatale figure la dépression postpartum. Elle touche environ 10 à 20% des mères au cours des 3 premiers mois suivant l'accouchement et environ 41% entre le 3e et le 6e mois. Elle est encore trop souvent mal diagnostiquée. Quelles sont les causes d'une dépression postpartum? Comment savoir qu'on fait la maladie? Qu'est-ce qu'on fait quand ça perdure? Qu'est-ce qui la différencie du baby blues? On fait le tour d'horizon du sujet avec Dr Elvire Clipo. Vous êtes psychiatrique, vous vous occupez de troubles mentaux, donc de la dépression également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Draman. Vous partagez le plateau avec Dr Rosalie Padonou. Vous avez été sage-femme en contact longtemps avec les femmes enceintes. Vous avez fait de la dépression périnatale votre sujet de thèse, notamment en psychologie clinique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Draman. Dépression postpartum, diagnostic et prise en charge. Bienvenue à tous. Merci. Passé l'euphorie de la rencontre avec leur bébé, entre 7 et 8 femmes sur 10 traversent une phase de tristesse, de doute et d'anxiété. Pour situer nos téléspectateurs, Dr Padonou, que comprendre par dépression postpartum? Oui, au fait, la dépression postnatale ou la dépression du postpartum, oui, est cette dépression qui intervient après l'accouchement, c'est-à-dire dans la période postnatale. C'est pour ça qu'on l'appelle dépression postnatale. Donc c'est une dépression comme toute autre? Bien sûr, c'est une dépression comme toute autre, mais qui a quand même ses spécificités. Parmi ces spécificités, il y a la réaction de la mère face à l'enfant, comment elle vit cette période et tout ce qui entoure. On va y revenir sûrement tout au long de l'émission. On entend aussi parler de baby blues, je le disais en introduction, qui intervient après l'accouchement. Docteur Clipo, quelle est la différence? Le baby blues, c'est une petite dépression. C'est une forme de petite dépression qui survient généralement au 3e jour, après l'accouchement. Et qui évolue en un jour ou maximum 7. Donc en une semaine, le baby blues disparaît. Et c'est lié au remaniement hormonal. Parce que pendant la grossesse, la femme a une certaine concentration d'hormones pour garder le bébé. Et lorsque elle accouche, il y a une chute de cette hormone-là, et cela entraîne le baby blues qui apparaît au moment où le véritable lait, on va dire la montée laiteuse, arrive. Mais elle disparaît spontanément au bout de 7 jours. Donc, si je dois faire une équivalence, c'est une petite dépression. Donc, la dépression est plus longue? La dépression, elle est plus longue. Dès que ça dure plus de 2 semaines, là, on parle de postpartum, de dépression de postpartum. Et comment se manifeste le baby blues? Le baby blues, chez certaines femmes, ou la majorité des femmes qui la présentent, elles ont une labilité émotionnelle. Elles peuvent passer du rire au pleur. Donc souvent, quand on vient leur rendre visite, parfois c'est même déjà à la maternité ou à la maison, on dit l'enfant apparaît, le sec de la famille applaudit. Voilà, donc on vient. Et culturellement, on vient pour boire la boisson de l'enfant, la liqueur de l'enfant. Et là, la femme peut du rire, passer aux pleurs ou aux larmes. On ne comprend pas pourquoi. Elle est anxieuse. Elle se pose des questions sur... Elle est capable de s'occuper de son enfant. Elle peut avoir des troubles de sommeil.
avoir des difficultés à trouver le sommeil ou elle se réveille très tôt alors que le bébé est en train de dormir. Donc, normalement, elle devait profiter des moments où le bébé dort. Elle est aussi irritable, un peu nerveuse. Des choses qu'elle pouvait tolérer, elle ne les tolère pas. Donc, voilà quelques manifestations. Docteur Kpadonou, est-ce que c'est pas lié au fait que quand le bébé arrive, la maman est très occupée à s'occuper, permettez la répétition, à s'occuper du bébé, donc elle est fatiguée? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'elle ne dort pas bien et qu'on a l'impression que c'est une phase de baby blues? Bon, comme l'a dit Dr Klikpo, il y a les remaniements liés à cette période-là qui fait que parfois la femme a de peine à s'adapter à cette période qu'elle est en train de traverser. Donc cet aspect quand même à considérer. Bon, néanmoins, il y a aussi le changement de statut parce que quand vous savez, avec la grossesse, on sait que bon, on peut bouger un peu, mais dès que l'enfant naît, il faut s'occuper de l'enfant. Donc, de façon naturelle, il y a l'adaptation de l'organisme à ce changement-là qui aussi est en jeu. Donc, au fait, le baby blue est encore appelé syndrome du 3e jour. Et comme elle a dit, c'est que ça ne dure pas dans le temps. C'est les caractéristiques et surtout l'irritabilité liée à cette période-là. Pour la dépression post-partum, quand est-ce qu'elle survient? Au fait, elle survient au cours de la première année après l'accouchement. Donc, et ça dure dans le temps. Et c'est parce que dans le temps, c'est combien approximativement? En réalité, parfois, on parle de dépression postnatale, surtout pendant cette période d'1 an. Mais ça peut durer après. En ce moment-là, on parle carrément de la dépression. Voilà la différence. Donc, vous n'avez pas précisé. Ok, elle dure plus que le baby blues, mais est-ce que ça vient 1 semaine après, 2 semaines après, 3 semaines, où il n'y a pas de précision tant qu'on ne se sent pas bien, qu'on a des changements d'humeur et que ça dépasse 3 jours, 1 semaine, on se considère en dépression postpartum? En réalité, elle peut survenir déjà dès l'accouchement et ça peut durer après. Et ça peut être aussi le prolongement du baby blues. Et en plus de ça, en fait, la dépression, elle est dite dépression postnatale, ou bien dépression du postpartum à cause de la période. Sinon, pendant la grossesse, on peut déjà parler de dépression gravidique et même ça peut être avant la grossesse et être le prolongement. Donc, si c'est pendant la grossesse, dès que la femme accouche, on parle déjà de la dépression du postpartum. Et lorsque qu'on sent qu'une femme fait de la dépression, déjà au cours de la grossesse, comment est-ce que vous savez qu'une femme fait de la dépression? Elle ne vient pas régulièrement en consultation. Qu'est-ce qui se passe? Mais les femmes viennent en consultation actuellement. Donc déjà, lors de la consultation, on peut déjà identifier des symptômes pouvant attirer notre attention sur la dépression. Il y a les symptômes caractéristiques, il y a l'humeur dépressive avec anxiété, agressivité. Il y a aussi les symptômes somatiques qui attirent notre attention. Parfois, il y a de ces femmes-là qui se plaignent souvent de céphalée rebelle, c'est-à-dire des maux de tête rebelles à tout traitement. Il y a de l'asthénie, fatigue qui est rebelle aussi à tout traitement. Et il y a plein de symptômes qui attirent l'attention pendant cette période. Il y a aussi la tristesse morbide pendant la grossesse qui attire l'attention. Cette femme qui pleure tout le temps et qui ne supporte rien et qui se plaint tout le temps. Et donc, tout ça attire notre attention. Une dépression qui commence dès la période de grossesse, est-ce qu'elle peut se poursuivre jusqu'à l'accouchement ou à un moment donné, la femme elle-même, sans traitement, peut prendre conscience de son état, peut retrouver un état normal? Bon, la dépression, quand elle n'est pas prise en charge, bon, il peut avoir une résolution de cette dépression si... Par exemple, les conditions favorables s'améliorent spontanément. Mais souvent, nous avons remarqué qu'il faut une prise en charge pour permettre à ces femmes-là de jouir de leur état de santé. Vous parliez de symptômes, Dr Klikpo. Quels sont les signes qui permettent de reconnaître une femme en dépression?
du postpartum? Oui, c'est déjà le temps d'apparition, le moment d'apparition, comme on l'a dit. Dès qu'on dépasse une semaine et qu'il y a une humeur qui paraît triste et qu'il y a l'irritabilité, des troubles de sommeil, la fatigue, des plaintes somatiques, céphalées, maux de tête, des douleurs, des douleurs dorsales, des douleurs lombaires, des douleurs abdominales. Et il y a même une caractéristique, c'est les courbatures dont les gens parlent souvent, courbatures partout, les pieds qui font mal, picotement, sensation de brûlure, sensation de chaleur dans la tête, de pesanteur. Tous ces éléments attirent notre attention sur les facteurs et on doit rechercher les facteurs de risque. Parce que si ces facteurs n'existent pas et que l'entourage est présente et contenante ou soutenante, généralement la dépression arrive à être modelée sans demander un traitement médicamenteux ou psychothérapeutique. Mais c'est ces manifestations-là qui compliquent la vie à la femme. Parce qu'on dit elle devait être heureuse, mais elle n'est pas heureuse. Malgré que le bébé soit là, l'homme est présent, il n'y a pas de difficulté financière, il n'y a pas de difficulté relationnelle ni dans sa famille ou dans la belle famille, mais elle est triste, elle n'est pas heureuse, elle ne supporte pas les cris de son enfant, elle ne supporte pas les odeurs de pipi ou de caca de son enfant et elle demande toujours à quelqu'un de venir prendre l'enfant alors que c'est son enfant. Donc vous voyez, c'est ces symptômes-là qui inquiètent et nous les retrouvons chez des patients qui sont amenés en consultation. Si on en parle de plus en plus, c'est parce que les études ont prouvé que le diagnostic est souvent mal fait. Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de reconnaître quand une femme fait une dépression du postpartum? Docteur Padoumi. Bon, en réalité, ce n'est pas que ce n'est pas facile de reconnaître, mais il faut attirer l'attention là-dessus. Parce que la dépression est une pathologie comme toute autre. Néanmoins, c'est que quand on voit la femme fonctionner, on a l'impression qu'elle fait à sa tête et qu'elle ne veut pas comprendre ce qui se passe. Et finalement, on se dit, bon, que c'est difficile pour elle de comprendre son environnement, alors qu'elle est en détresse, elle est en souffrance. Donc, ce n'est pas que c'est difficile à reconnaître, mais il faut attirer l'attention là-dessus pour permettre aux gens de bien reconnaître cette pathologie-là. Est-ce que la pathologie est fréquente dans nos sociétés africaines? Oui, nous pouvons dire que cette pathologie est fréquente parce que de façon générale, l'OMS a confirmé que ça fait une prévalence de 10 à 20% dans la population générale. Mais les études ont prouvé ici que ça dépasse 50%. Donc, elle est vraiment fréquente. Elles viennent en consultation spontanément ou comment vous arrivez à les recevoir? Non, en fait, elles ne viennent pas spontanément en consultation, mais on arrive déjà à identifier lorsqu'elles viennent lors des consultations de routine, consultation pour la vaccination de l'enfant ou bien consultation postnatale, consultation d'enfants sains, on peut déjà identifier. Mais c'est une étude qui a été faite et qui a prouvé que la prévalence, elle est quand même non négligeable au Bénin. Docteur Clipot, au cours de la préparation de l'émission, je le disais, plusieurs femmes m'ont affirmé ne pas en entendre parler et qu'elles pensent que ça ne pourrait pas être une réalité à nos sociétés, puisque en Afrique, quand une femme accouche, elle a souvent du monde, il y a la famille, la belle famille, on passe du temps avec elle et donc ça ne se comprend pas qu'on parle de postpartum, de dépression pendant cette période-là. Est-ce qu'en consultation, vous les recevez? Oui, nous les recevons en consultation, mais j'avoue que c'est plutôt les cas qui sont assez compliqués, qui acceptent de venir et que la famille les amène dans un hôpital psychiatrique, parce que c'est pas évident pour les gens d'amener une nourrice
parfois avec enfants à l'hôpital. Donc, on a cette résistance au sein de notre population. Mais la dépression existe. Docteur Padonou l'a dit. Au Bénin, on est autour de 50%. C'est la première cause des maladies non transmissibles dans le monde et particulièrement dans les pays en développement, parce qu'on dit plus sous-développés. Les pays en développement où il y a des difficultés existentielles, des difficultés relationnelles qui font déjà le lit à cette maladie, qui n'a pas un nom propre comme le paludisme. Si je choisis le fond, on va dire en tout cas quelque chose comme ça, la maladie du soleil. Mais la dépression n'a pas encore de nom chez nous. Mais cependant, il y a quelques thèmes qu'on utilise pour exprimer ce que c'est. Certaines personnes parlent de la maladie de soucis, c'est-à-dire avoir des préoccupations incessantes qui tournent dans la tête. Mais dont on n'en parle pas. dont on n'en parle pas, on ne trouve pas de solution. Parce que quand on a les symptômes du corps, les maux de tête, les douleurs et autres, ils font des bilans vers les médecins généralistes ou les agents de santé et tous les bilans demeurent, en tout cas le bilan demeure normal. Donc ça inquiète, je ne me sens pas bien, mais mon bilan est normal. C'est une maladie qui existe, hein, ça existe vraiment. Donc, mais il y a de la résistance à venir voir les professionnels de la santé mentale. C'est plutôt ça, mais ça existe. C'est de la résistance à venir voir ou le fait qu'on ne connaît pas la maladie. Docteur Padonou. Bon, les deux. Les deux, parce qu'il y a quand même d'une manière ou d'une autre une résistance. Parce que dès qu'il y a malaise, la première réaction, c'est d'aller voir le Bokono ou bien d'aller à l'église pour prier. Et tout ça là complique la vie de ces femmes-là. Donc il y a l'ignorance, mais il y a aussi la résistance. Parce qu'il faudrait-il diagnostiquer, savoir de quoi il s'agit d'abord avant de demander d'aide. Donc, il y a cet aspect-là. Est-ce que dans le milieu professionnel, c'est également une thématique très connue des praticiens? Bien sûr, en santé mentale, oui. Mais de façon générale, au niveau des soignants, je crois quand même qu'il y a encore du travail à faire. Parce que souvent, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre baby blues, psychose, dépression et d'autres pathologies. Bon, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle parfois c'est à un stade très avancé qu'on sollicite d'aide et on est obligé d'orienter ces femmes-là. Sinon, de façon spontanée, les gens n'ont pas cette habitude. Il faut tourner en rond d'abord. Ou bien parfois, on se dit, elle a accouché, peut-être c'est la coépouse ou bien la belle-mère. On cherche. Peut-être qu'elle a besoin d'escroquer le mari. Voilà, on cherche des alibis des excuses pour ne pas chercher. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, il y a d'abord l'environnement. Il y a les relations toxiques qui constituent vraiment un facteur de risque pour cette pathologie. Quand vous parlez de relations toxiques? Souvent, on voit que quand la femme est dans un environnement où déjà il y a de conflits relationnels avec l'époux ou bien avec les proches, cela ne lui facilite pas la vie. Parfois, il y a des choses, des conditions aussi purement psychologiques. D'autant plus que déjà ça fait partie déjà des conditions psychologiques. Mais il y a d'autres conditions psychologiques. Et quand on voit que cette femme-là déjà a de fragilité psychologique, a de problèmes d'estime de soi et d'adaptabilité, tout ça là constitue de conditions favorables pour la survenue de cette pathologie. Nous avons aussi les autres maladies qui constituent de conditions favorables pour la survenue de cette pathologie-là. Donc, ces conditions favorables sont d'autres facteurs, docteur Tripo? Oui, permettez-moi de compléter un peu ces facteurs. Oui. La maternité précoce.
parce que c'est un problème actuel. 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous voyez tout ce que ça entraîne. La fille n'a pas fini de grandir. Elle tombe enceinte, sa famille la prend à contresens, c'est des disputes, c'est des conflits. Le refus de paternité, c'est douloureux. C'est très douloureux. Être accepté parce qu'on veut être mère, ça pose problème. Donc, quand nous entendons tout ce que les hommes disent par rapport à l'attestation de paternité qui vient là, on s'inquiète pour la santé mentale des futures mères. En dehors de ces deux éléments sur lesquels j'insiste beaucoup, il y a l'absence de soutien du partenaire. Parce que dans notre culture, parfois, dès que la femme annonce qu'elle est enceinte, il y a de ces ethnies ou espaces culturels où on l'envoie chez sa mère. Alors que c'est le moment où elle a besoin de son mari. Où on dit, bon, comme maintenant elle a un enfant, elle ne peut plus avoir de relations sexuelles, on la relègue de côté. Mais non, c'est le moment où elle a besoin de son mari, qui la rassure sur le fait qu'elle soit encore femme et non que mère. Il y a les difficultés financières. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Quand la femme n'arrive pas à manger, un bébé dépend d'elle. Ça la met en fragilité où elle devient plus vulnérable à la santé mentale. Le bas niveau d'instruction également, des recherches ont remarqué cela. Les femmes qui ont un niveau d'instruction plus élevé ont moins de risques de développer la dépression postnatale que les femmes qui ont des niveaux plus bas. Parlant de niveaux plus élevés, c'est également un facteur qu'on peut considérer quand on pense qu'il y a de la responsabilité qu'il y a autour d'une femme qui travaille, par exemple, qu'il y a de la pression professionnelle. Est-ce que ce ne sont pas également des facteurs qu'on pourrait prendre en considération? La femme qui travaille, normalement, elle a droit à son congé de maternité, les 3 premiers mois. Oui. Ça permet d'établir une meilleure relation de la mère à l'enfant. Et pendant cette période, elle s'organise pour la reprise de son activité. Mais celle qui n'est pas protégée avec un congé de maternité, peut-être que c'est la vente au marché, dans une cantine, au bord de la route, qui nourrit son bébé. Le bébé apparaît, elle doit continuer ses activités. Elle n'a pas ce repos dont bénéficie celle qui travaille réellement et qui a les 3 mois pour se reposer et s'adapter à l'arrivée de cet enfant. Donc, c'est plutôt le contraire. D'accord. La femme qui est dans ses activités pour donner le pain journalier, c'est ce qu'elle vend, qu'elle ramène, ou le champ, elle ne prend pas de congé de maternité. Mais l'autre qui a une activité où elle peut prendre ses congés, elle est plus protégée par rapport à la dépression du postpartum. D'accord. Docteur Padonou, on sait que vous avez travaillé sur la thématique pour votre thèse. Par rapport aux femmes qui ont été prises en compte dans l'échantillonnage, quels étaient les facteurs de risque les plus en vue au cours de l'étude? Bon, au fait, c'est surtout les conflits relationnels et puis les difficultés financières, d'accord, qui constituent un facteur non négligeable. Et comme je l'ai dit aussi, il y a le problème d'estime de soi, la gestion de soi, et qui constitue quand même de problèmes pour ces femmes-là. Mais quand nous prenons aussi les femmes qui ont de congés de maternité, comme l'a dit Dr Cliquot, c'est vrai que ça les aide beaucoup, mais néanmoins, il y a aussi un autre facteur qui joue. Il y a le fait de laisser l'enfant à la maison pour aller travailler. Parce que de l'autre côté, parfois, ces femmes-là ont la possibilité de se déplacer avec leurs enfants pour aller travailler, mais par rapport à celles qui ont de congés de maternité, il va falloir trouver des gens pour s'occuper de cet enfant-là afin que la femme puisse aller travailler. Donc ça constitue une pression non négligeable au niveau de ces femmes. Ces pressions-là font que déjà, même pendant les périodes de congé, elles sont sous pression. Elles sont sous pression et cela, bien sûr, et cela joue vraiment dans la balance. Pour dire qu'il n'y a pas de classe sociale, que ce n'est pas une maladie
maladie d'une classe sociale, encore moins d'une catégorie de personnes. Bon, en fait, par rapport à notre remarque, nous avons vu quand même que toutes les catégories sont pratiquement atteintes. On n'a pas parlé, par exemple, parmi les facteurs de risque de maladies déjà existantes, notamment quand on parle de diabète. Est-ce que ce sont des facteurs qui pourraient, quand la femme sait qu'elle est déjà malade, qu'elle est enceinte, qui pourraient aggraver ou amener à une dépression? Bon, bien sûr, mais en fait, là, c'est quand même un cercle vicieux. Parce que la dépression, déjà, peut être à la base, peut constituer déjà une condition favorable pour la survenue de ces pathologies-là. Et la pathologie étant là, aussi peut aggraver l'état de cette femme-là pour qu'elle fasse la dépression. Donc, au fait, c'est un peu comme une poule et l'œuf. On se demande parfois, est-ce que c'est la poule qui est l'auteur ou bien. Donc, parfois, on se dit, mais est-ce que c'est la dépression ou bien est-ce que c'est le diabète? Parce que, vous savez, la dépression, elle désorganise tout. Hein. Quand vous prenez la dépression, quand ça survient et que ce n'est pas bien géré, tout l'organisme est atteint. Et dans ces conditions-là, vraiment, on se demande si on peut dire que c'est le diabète qui est à la base de la dépression. Bien sûr que, oui, bien sûr que toute autre maladie quand même peut engendrer la dépression. Vous avez parlé de dépression qui pourrait amener à une dépression post-partum. Docteur Kripo, j'ai envie de demander, est-ce que si on a un parent qui avait fait une dépression et que la femme tombe enceinte, qu'elle a vécu le moment de la dépression avec ce parent-là, il y a de risques que la dépression lui soit transmise inconsciemment? Pas transmise inconsciemment, mais il y a de l'hérédité dans l'apparition de la dépression chez une personne. Le risque de faire la dépression postnatale est très élevé lorsque la nourrice elle-même en avait fait avant et lorsqu'il en existe dans sa famille, ce risque est élevé. Et c'est pour cela que celles qui ont des antécédents personnels et familiaux de dépression sont prises en charge précocement pour prévenir l'apparition de la dépression postnatale. Mais là, il faut qu'elles informent le médecin traitant qu'il y a eu des antécédents. Bien sûr. Et c'est tout contact avec un soignant, on demande les antécédents médicaux, psychiatriques des sujets en consultation. Vous avez été sage-femme. Est-ce que, au contact des femmes enceintes, est-ce qu'il y a un questionnaire sur les troubles? Bon, chez nous, de façon générale, non. C'est maintenant que nous sommes en train de travailler dans ce sens parce que vous savez, les pathologies sur le plan mental n'étaient pas tellement considérées dans la période gravido-puérale en tant que telle. Et c'est quand maintenant on voit qu'il y a complications qu'on est obligé d'intervenir. Et donc, sinon, il n'y a pas quand même un répertoire de questionnaires pouvant nous permettre d'identifier directement ces problèmes au niveau de ces femmes. Mais de plus en plus, vous savez que ce sont des risques sur lesquels vous devriez faire attention. Oui, moi, d'accord. Mais il va falloir porter l'information au niveau du corps soignant, de façon générale, pour que tout le monde soit quand même au même niveau d'information. Madame Draman, je voudrais vous rassurer. En formation de base, qu'on soit infirmier, sage-femme, médecin et autres, il y a les cours sur les troubles mentaux. D'accord. Y compris les troubles psychiques de la gravido-puéralité. Donc, ils sont informés. D'accord? Mais c'est si intéressé dans sa pratique quotidienne qui pose problème. Et tout à l'heure, je vous parlais de cette résistance. On n'a pas envie de s'approcher de tout ce qui est troubles mentaux. Car dans la pensée populaire, troubles mentaux, c'est égal à folie. Alors que la dépression, elle est courante. Elle dépasse le nombre, les personnes qui souffrent de dépression au Bénin dépassent le nombre de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ou qui souffrent de diabète. Donc c'est une maladie comme toutes les autres, seulement qu'on en parle très peu. Et ce qui fait, vous avez parlé de précocité de la maternité. Est-ce que le fait de sortir également précocement après accouchement n'est pas un risque?
Aujourd'hui, on sait que dès qu'il n'y a plus de problème, on ne fait forcément plus les soins 12 heures. On peut libérer la femme et le bébé. Est-ce que ça peut constituer un facteur parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'adapter à l'hôpital, à la venue du bébé, dès qu'elle rentre, tout le changement qui lui revient? Bon, à ce niveau-là, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas du tout que ça constitue un véritable problème pouvant quand même peser dans la balance de la dépression. Je ne crois pas. Bon, en fait, ce qui se passe, ce qui pourrait être un problème, c'est si le berceau psychique n'est pas préparé pour accueillir et la maman et l'enfant. Oui, parce que normalement, tel que nous préparons le berceau physique pour accueillir nos enfants, il faut aussi l'environnement psychique pour accueillir ces enfants-là et accueillir la mère. Y a-t-il un mécanisme pour permettre de détecter un peu tôt la dépression postpartum? Oui, il y a des échelles qui existent. Nous avons vu l'expérience dans des maternités en France où l'échelle existe et après l'accouchement, on essaie d'évaluer la présence des facteurs de risque pour déjà prévenir. Parce que le traitement d'une dépression dure plusieurs mois, donc ça revient plus cher à la société, surtout les pays qui ont l'assurance maladie. Donc, pour prévenir les dépenses, eux, ils recherchent déjà les facteurs de risque pour que les parturientes, les nourrices n'aient pas à avoir cette maladie. Mais dans un pays comme le nôtre où l'assurance n'est pas populaire, que c'est chacun qui dépense de sa poche, on n'a pas encore ce système. Et avec l'OMS, il faut dire que depuis 1 an ou 2, l'OMS insiste beaucoup sur la composante de la santé mentale dans la santé générale. Car sans santé mentale, il n'y a pas de santé physique. Donc ça va venir. Et là, nous avons des docteurs en santé mentale qui ne sont pas des psychiatres. Donc la peur du contact aussi va réduire. Parce que le psychiatre, aussitôt, on dit, bon, il s'occupe des fous. Pourquoi on veut m'envoyer chez le médecin du fou? Mais elle est la première psychologue, si je ne me trompe pas, au CHUML. C'est important. Il y a peu de maternités au Bénin qui ont des psychologues, alors que cette pathologie existe et est très élevée chez la femme enceinte ou la femme chez l'accouchée. Donc vous en recevez beaucoup de cas? En tout cas, nous en recevons. Est-ce que toutes les dépressions sont-elles détectables dans le comportement? Il y a des dépressions silencieuses? Des dépressions masquées. Okay. Oui, des dépressions masquées où au lieu d'avoir la fatigue, la perte de l'appétit, l'amaigrissement, on voit les gens, ils sont très hyperactifs, ils mangent plus que de raison et ils prennent du poids alors qu'ils sont déprimés. Mais c'est des formes sur lesquelles, lorsque vous rentrez en entretien, vous voyez les éléments, comment la personne lutte contre sa souffrance. Et nous avons ce phénomène aussi dans la recherche de la paix intérieure, dans les prières, les jeûnes. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Les séances de délivrance. Il y a beaucoup de déprimés dans ces lieux. C'est pas que je suis contre. Donc c'est un facteur en fait. Ils cherchent les solutions dans ce sens. Et le dernier élément que le noir africain utilise, c'est que l'autre est toujours à la cause de son malheur. L'autre est l'auteur. On parle de projection de ses soucis. Et là, je crois que ça les amène à avoir une dépression masquée. Je me sens pas bien, je vais aller prier, je vais chercher la cause, on va faire des cérémonies, on va. Et ça dure des années. Et parfois, ça dure la vie entière. Mais il y a des dépressions masquées, effectivement. Pour le cas de la dépression du postpartum, est-ce qu'il y a le fait que ça peut aller au-delà d'un an? C'est-à-dire le bébé grandit, mais la maman continue par faire sa dépression. Bien sûr, comme on l'a dit concernant le postpartum, et on avait dit que la dépression... Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est baby blue, postpartum ou bien syndrome du 3e jour. Donc, au fait, tel que la dépression pouvait continuer, d'accord, de la même manière, après 1 an, comme je l'avais dit, on parle de dépression simplement et non de dépression du postpartum. Voilà.
On en parle très peu d'ailleurs. Les hommes également sont concernés par la question de la dépression après la naissance. On parle de la dépression paternelle, si je ne me trompe. Aujourd'hui, est-ce que vous en recevez des hommes qui viennent déprimés parce que bébé est arrivé? Bon, en fait, ils ne viennent pas spontanément. Ils ne viennent pas, je n'en trouve pas comme ça, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'en existent pas. Parce que quand on les voit fonctionner avec les agressivités, avec parfois des coups de poing, hein, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que si ils ont, disons, ils arrivent à se rapprocher des agents de santé ou bien des soignants, peut-être qu'on allait diagnostiquer cette pathologie-là à leur niveau. Mais souvent, on ne les reçoit pas spontanément. Bon, si maintenant le cas est un peu plus poignant, en ce moment-là, bon, c'est la dépression et on l'oriente vers la prise en charge pour la dépression. On estime qu'au cours des 3 premiers mois suivant l'accouchement, environ 7% d'entre eux présentent des symptômes dépressifs et ce taux peut atteindre 25% 3 à 6 mois après la naissance de leur enfant. Est-ce que les manifestations sont les mêmes? Oui, c'est des manifestations classiques, hein. Ça ne change pas. Le monsieur peut devenir un peu plus lent que d'habitude. Il a des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire. Il a une irritabilité, il ne supporte plus le bruit, surtout le bruit des conversations. La télé, il ne supporte plus le bruit de la télé, il s'énerve pour un rien. Quand bébé pleure. Voilà, viens prendre ton enfant, fais tout pour qu'il arrête de pleurer, des choses comme ça. Bon, mais je vous assure que c'est des cas extrêmement rares. Chez les hommes? Oui, moi, j'ai pas encore 20 ans d'exercice, mais c'est là tout de suite, je me rappelle que d'un seul homme qui est venu, qui se posait la question de comment il pourrait faire, est-ce qu'il peut être un bon père. Il se pose la question à cause de son père à lui. Parce que la naissance d'un enfant nous retourne à nos référentiels, nos parents à nous, comment ils ont été. Et c'est le seul cas. Quel type d'éducation? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Mon père avait été très sévère, négligent avec nous. Est-ce que je peux être un bon? Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'était ces questionnements qui le perturbaient. Il est venu demander de l'aide. Et les psychologues de l'hôpital l'ont aidé parce qu'il n'avait pas une dépression sévère. C'est vraiment une dépression légère du postpartum et on l'a accompagné. Tout est rentré dans l'ordre. Sans traitement, il a eu de la psychothérapie, de l'écoute. Il a repris confiance en lui. Il a repris confiance en lui, oui. Lorsqu'une mère est détectée à risque, quel est le protocole qui est suivi? Bon, au fait, actuellement, il faut qu'elle soit détectée à risque. C'est ça le problème. Mais si la femme est détectée à risque, il faut l'orienter, il faut une prise en charge, il faut un accompagnement pour lui permettre quand même de traverser cette période-là et de pouvoir faire face à sa réalité existentielle. Est-ce qu'elles comprennent que c'est une maladie dont elles peuvent guérir et qu'elles ont besoin d'accompagnement? Pas spontanément, c'est ce qu'on a expliqué. Mais néanmoins, si on arrive à identifier et qu'on le leur explique, en ce moment-là, les choses deviennent plus faciles. En quoi consiste concrètement le traitement? Pour la dépression du postpartum, il y a de l'intensité qu'on évalue. Il y a la dépression légère, la dépression modérée et la dépression intense. Légère, pas besoin de médicaments. C'est de la psychothérapie, de l'accompagnement psychologique, de la guidance, de réassurance et de l'empathie. Montrer qu'on comprend ce qu'elle vit. Pour les formes modérées à sévères, il faut utiliser des médicaments. On utilise les antidépresseurs contre la dépression. Oui. Et ces antidépresseurs aident la personne à lutter contre cette souffrance morale, cette détresse morale qu'elle vit. Et c'est un traitement qui peut durer 6 mois. 6 mois, mais au bout de 2 à 3 semaines, un mieux-être apparaît déjà sous traitement. Mais pour éviter une rechute
pour une grossesse ultérieure, il faut faire les 6 mois de traitement pour être sûr qu'il n'y a pas de risque de rechute au cours de la période. Ce que nous craignons beaucoup dans la dépression modérée à sévère, c'est les complications telles que le suicide de la mère qui est déprimée. Je ne peux pas m'occuper de mon enfant, je sais à quoi, je ne vaux rien. C'est ce risque de mettre fin à sa vie. Et cette femme, dans cette décision de mettre fin à sa vie, elle peut penser mettre fin, pas manger l'enfant, plonger l'enfant. Voilà, mettre fin à la vie de l'enfant. Et au CNHUPC, le Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie, non, CNHUPC, l'Est Djako, l'hôpital psychiatrique de Cotonou, nous avons plutôt les cas qui ont tenté des infanticides ou qui ont l'intention de tenter des infanticides, et les agents de la protection de l'enfance les récupèrent, ou c'est le chef quartier, on observe, on a dit elle est avec son bébé à la plage, elle est devant la route, elle a déposé le bébé, ou on la voit dans une brousse ou sur l'état d'ordure avec un enfant qu'elle veut abandonner ou qu'elle veut tuer. Donc c'est ces cas-là qui nous arrivent le plus souvent, ou qu'elle est sur le pont avec son enfant et elle fait des gestes pour jeter l'enfant dans la lagune, ainsi de suite. Donc c'est déjà ces cas vraiment compliqués qui viennent spontanément à l'hôpital parce que soit la société trouve que c'est pas bien, c'est mise en danger de l'enfant, ou qu'elle a enterré, on a vu des femmes enterrer leurs enfants vivants dans le sable à la plage, et elle voulait rentrer dans la mer. Et quand on l'a rattrapée, on a vu qu'il y avait... Ses affaires sont restées quelque part pour la porter. Il y avait un bébé qui a survécu. Donc, c'est plutôt ces cas-là qui nous viennent dans les hôpitaux psychiatriques. Mais à la maternité, vous savez, après la première consultation postnatale, si la famille n'est pas attentive, on ne pourra rien. Parce que c'est à part. Après, c'est pas l'hôpital, c'est après que ça apparaît, et c'est à la famille, à la société d'être plus attentive par rapport aux nourrices dans nos sociétés. Parlant de famille, je vous ai écouté, vous avez parlé du traitement, mais nulle part ce n'est spécifié l'implication de la famille dans le traitement, parce qu'on a parlé d'un environnement qui peut être nuisible, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, Dr Padoumi? Oui, par rapport à la prise en charge, en fait, c'est une prise en charge globale qui a quand même ses normes. Quand nous recevons une femme pendant les thérapies, parfois on fait recours à la famille pour pouvoir gérer le cas. Et on fait parfois même de thérapie familiale, ainsi de suite, pour régler le problème. Donc, au fait, la famille n'est pas mise à l'écart de la prise en charge. Néanmoins, il y a quand même un rôle capital, d'accord, au niveau familial à jouer par rapport à ces femmes-là, ou bien par rapport aux femmes de façon générale. C'est d'abord de préparer ces femmes-là, d'accord, pour accepter, jouir de cette période et soutenir ces femmes-là. Elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin de soutien affectif et de toute forme de soutien pour pouvoir quand même traverser cette période de fragilisation, qui quand même n'est pas négligeable. Il a dit que reconnaître sa maladie est un début de guérison. Pour les cas de dépression, quelle est la force que représente le fait de poser des mots sur sa souffrance? La dépression ne perturbe pas la compréhension. La personne sait qu'elle va mal, qu'elle est malheureuse. C'est la joie et la tristesse. Je ne me sens pas bien, je pleure beaucoup, je suis énervée. Donc, les cas de dépression reconnaissent qu'il y a quelque chose de pathologique. Peut-être le mot n'est pas porté dessus. Nous n'avons pas... En Afrique noire, nous n'avons pas tendance à dire « je suis malheureux » ou une femme va dire « je suis malheureuse ». Si ce n'est pas son homme qui l'a trompée, et c'est facile de le dire. Dans les autres conditions ou situations, les gens
ont de la retenue à dire j'aime mon enfant, mais je ne suis pas heureuse. Donc, c'est cela qui complique. Sinon, elles savent bien sûr que quelque chose ne va pas. Vers qui aller? Ils vont vers le gynécologue, le médecin. Si c'est des douleurs au cœur, c'est le cardiologue, le rhumatologue. Et les bilans, les examens qui sont faits sont normaux. Donc, ce qui entretient, qui les ramène vers cette cause qui pourrait être surnaturelle ou non naturelle, vers la sorcellerie ou vers l'envoûtement ou autre chose, quoi. Quand intervient l'hospitalisation? Parce qu'il y a des cas où vous hospitalisez, vous gardez un peu pour le traitement. Bon, d'habitude, nous ne gardons pas chez nous, mais normalement, l'hospitalisation doit intervenir en cas de suicide. Ça, là, c'est systématique. En cas de tentative de suicide ou bien tentative d'autolyse. Bon, maintenant, quand on voit quand même que le cas est vraiment prononcé, il va falloir hospitaliser ces femmes-là pour un suivi. Quand est-ce qu'intervient l'hospitalisation chez vous? C'est également rien qu'en cas de suicide ou... Lorsqu'il y a déjà une idéation suicidaire ou un risque suicidaire, nous hospitalisons. Sans ça, il n'y a pas d'hospitalisation, de traitement? Le traitement se fait en ambulatoire. Si l'époux est là, la famille est là et qu'elle est aidée par rapport à la gestion du bébé, on est toujours mieux chez soi. Sauf si le milieu est toxique. Si le milieu est toxique, c'est-à-dire il y a de l'agressivité, de l'incohérence, on l'enlève de ce milieu et elle reste à l'hôpital. Mais le meilleur lieu pour la dépression, s'il n'y a pas ces signes de gravité, c'est d'être chez soi ou auprès d'un parent. Comment évolue la dépression? Vous avez parlé de suicide, mais avant d'arriver peut-être à ce cas de suicide, est-ce que déjà dès la venue du bébé et tout le temps que peut durer la dépression, comment est-ce qu'on qualifie l'évolution? Mais je n'ai pas bien compris la question. Comment est-ce que ça évolue? On a parlé de baby blues, ça commence déjà par là. Mais après, est-ce qu'il y a des phases qui sont reconnues? Premier mois, ça va faire si, deuxième mois, troisième mois? Non. Pour la dépression, non. La dépression a ses signes caractéristiques pour poser le diagnostic. Et quand qui peuvent arriver tous au même moment? Oui. Et à tout moment. D'accord. Oui. Et quelles peuvent être les complications sur le bébé? Parce qu'on n'a pas trop parlé du bébé. Les complications sur le bébé sont vraiment énormes. Parce que déjà, il y a la relation dyadique, la relation mère-enfant qui prend un coup. Et ça pose déjà le problème de relation affective qui constitue quand même une nourriture de base psychique pour ces enfants-là. Et quand nous voyons parfois, il y a le retard de croissance et d'adaptation, le retard à tous les niveaux de la croissance de l'enfant, d'accord? Et en tout cas, par rapport à l'enfant, les relations, les complications sont vraiment énormes. Et quand nous prenons toujours l'évolution de l'enfant, cette dépression peut se reproduire chez cet enfant-là à l'âge adulte. Et même parfois, il y a des dépressions infantiles qui passent inaperçues au niveau de ces enfants-là aussi. Et donc, il y a quand même de conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres complications? Oui, les complications sont là pour les enfants. Et d'ailleurs, moi je parle souvent de la culture. Culturellement, on dit à la mère qui a un bébé de ne pas pleurer quand elle a son bébé dans ses bras, de ne pas être triste, de sourire à son bébé, de le regarder. Mais quand on est déprimé, on n'a pas la force de faire cela. Et le bébé qui n'a pas le regard de sa mère, l'attention, l'affectivité de sa mère, il est en carence. C'est la première nourriture. Une mère qui vous tient comme si vous étiez un jouet ou un chiffon, c'est pas intéressant. Et c'est les premières années, les 2 premières années, je peux le dire ainsi, qui font demain l'adulte que nous sommes, un adulte sécurisé, un adulte capable, un adulte responsable. Donc une mère déprimée fait que l'enfant est vulnérable et l'adulte dans le futur va être vulnérable.
docteur Padonou a parlé du retard staturo-pondéral. C'est vrai, il ne va pas grandir comme les autres enfants qui sont nourris. Ce n'est pas seulement la nourriture qu'on mange comme ça, ou le lait, ou la bouillie. Qui permet à l'enfant de bien grandir. Non, il peut tout avoir parce que sa mère est déprimée. Il va rester hypotrophe tout petit. Il ne va pas évoluer. Il a l'âge de s'asseoir, mais il ne va pas s'asseoir. Il a l'âge de se lever un peu pour ramper, mais il reste amorphe parce que sa mère n'est pas heureuse. Et quand c'est comme ça, le cerveau qui est en développement, il ne se développe pas bien. Plus tard, le langage peut être difficile, la communication, la lecture, les calculs vont être difficiles, la compréhension ou le raisonnement par association va être difficile parce que ces premiers moments de vie n'ont pas été satisfaisants. Et l'adulte plus tard, il peut ne pas savoir aimer une autre personne. Il peut être dans le passage à l'acte, c'est-à-dire tout doit être violence. Leur expression avec l'autre, c'est de la violence. Parce qu'au moment où la mère doit être présente, attentive et affective, elle était malade et on n'a pas su la traiter. Donc, sa dépression de la première année peut perdurer et rentrer dans une dépression normale. Et cette mère n'a pas... Les enfants d'une mère, pareil, ce sont des enfants en carence et parfois en situation de négligence et d'abus. Parce qu'elle doit faire les repas à certaines heures, elle n'a pas la force. Manger du gari, buvez la bouillie, ça c'est pas... Les répercussions sont énormes. Si nous pensons à ces répercussions, je vous assure que la prévention de la dépression doit être la préoccupation sur tout le maillon du système sanitaire. Tout le maillon. Parce que s'il y a 50% de mères déprimées, vous voyez bien que 50% des futurs Béninois ne seront pas de bonne qualité. En effet. Qu'est-ce que nous voulons pour le futur? Voilà la question. Et bénéfique pour la société. Oui, par rapport toujours à ces conséquences, quand il y a le retard scolaire, la délinquance juvénile, les enfants que nous voyons sous les ponts en train de créer des dégâts et autres là, ça peut être simplement les conséquences de cette pathologie-là. Donc vraiment, les conséquences sont vraiment énormes. Et déjà, est-ce qu'un enfant qui pleure trop, est-ce que cela peut être un signe d'alerte? Bien sûr, surtout. Il y a des enfants qui pleurent à tout moment. Cela démontre tout simplement qu'il y a une carence affective. Et quand il y a une carence affective, il va falloir creuser un tout petit peu pour voir la relation qui existe entre cet enfant-là et sa mère. Et ça peut nous guider pour poser le diagnostic, déjà pour traverser un peu ces méandres et penser à la dépression postnatale. Parce que un enfant qui est satisfait sur le plan affectif, souvent cet enfant-là ne crie pas. Il est épanoui. Comment faire lorsque vos proches ne comprennent même pas ce que vous vivez, ce qui vous arrive? Parce qu'il y a également le risque que l'environnement ne s'en rende pas compte. Quand on prend culturellement, pour vous prêter vos mots, culturellement, on se dit qu'avec toute l'affection, tout ce qui entoure la femme qui vient d'accoucher, elle peut ne pas être en train de faire une dépression, même si c'est cela. Si l'entourage ne comprend pas, comment est-ce qu'on s'en sort? Vous savez... lorsque l'entourage ne vous comprend pas, c'est difficile parce qu'il faut les mots. Si là, nous en parlons pour que les gens sachent ce qui est dépression et ce qui n'est pas dépression, pour y mettre le mot. Mais lorsqu'on ne sait pas, on se sent mal et on dit non, tu as tout pour être heureuse. Pourquoi tu te plains? Il y a tout là. C'est parfois compliqué à ces femmes-là de demander de l'aide. Mais heureusement, avec le phénomène des réseaux sociaux, c'est pas que je fais l'apologie des réseaux sociaux, mais les femmes commencent à discuter des choses. Elles se partagent les informations. Il y a quelques années,
dans les centres de promotion sociale, il y a des groupes de parole où on invite dans un village les femmes en âge de procréer. Elles se rassemblent pour parler de leurs difficultés. Et ça permet à l'animatrice de dépister les situations. Ça doit nous amener à voir quelles sont les pistes pour prévenir la dépression. C'est de former les relais communautaires, les agents de santé périphériques à pouvoir identifier les signes de la dépression chez les femmes qui viennent dans nos maternités et que d'attendre les cas graves pour qu'elles se retrouvent dans un hôpital psychiatrique. Ça là non plus, c'est pas bon. Donc, c'est de détecter tôt et de partager l'information. Et quand consulter, docteur Padoumi? Par rapport à la dépression, oui. Dès qu'on ne se sent pas bien, et on sent qu'on a besoin d'aide, il faut consulter. Il ne faut pas attendre le pire avant de consulter. Quand dit-on qu'elle est guérie? Elle est guérie lorsque les symptômes disparaissent. Ça peut prendre du temps. Ah oui, parfois ça prend du temps. Ça peut aller jusqu'à, là, des docteurs Crépeau, ça peut aller jusqu'à 6 mois et parfois au-delà. Mais bien géré, ça tient dans les 6 mois. Et comment est-ce qu'elle fait pour retrouver confiance? Le travail est fait avec elle. Les failles, ou je vais dire les points faibles sont identifiés et on apporte des mécanismes de résolution à cette personne, des outils de résolution, de changement et d'affirmation de soi, sans être féministe du tout. D'accord. Nous sommes en train de finir très rapidement. Quel est le soutien qu'on attend du père dans ces cas, ou même sans dépression post-partum? C'est l'attention et l'affection. De façon globale, l'attention et l'affection, le soutien à ces femmes-là pendant la période gravido-puérale. Docteur, quel soutien peut apporter le père pour soulager? Si un homme aime sa femme et son bébé, oui. Normalement, il devait être à 10% pendant la grossesse et les 6 premiers mois de naissance du bébé, il faut qu'il aime les deux là à 120%. D'accord. Et comment prévenir, pour finir très rapidement, comment prévenir? Est-ce qu'il y a une façon de prévenir la dépression du postpartum? Pour prévenir la dépression du postpartum, il faut prendre les dispositions nécessaires pour déjà agir sur les conditions qui favorisent la survenue de cette dépression. Il faut vite identifier, dépister cette dépression, orienter et tout ce qui constitue de causes favorables, il faut agir là-dessus. Merci à vous. Pour conclure très rapidement, docteur Crépeau, un mot. Il faut éviter les grossesses précoces. Oui. Il faut que les filles aillent à l'école sans tomber enceinte. Il faut que les auteurs de grossesse acceptent d'être auteurs de grossesse. Il faut faciliter la microfinance. Ça n'a rien de médical, c'est social. Il faut faciliter la microfinance. Il faut que les couples se connaissent et se communiquent. C'est très important. Et il faut aussi avoir de très bonnes relations avec ses propres parents. Ça soulage énormément. Avec son environnement. Voilà. Merci à vous pour avoir participé à ce plateau. Merci pour vos explications. Les futurs parents peuvent croire que l'expérience de la venue d'un bébé ne devrait être que positive. Ceux dont le vécu diffère de cet idéal n'osent pas toujours parler de ce qu'ils vivent et de peur d'être incompris ou jugés négativement. On l'a dit, il devrait pourtant, le soutien d'un professionnel de santé peut être une solution rassurante face à ces doutes. C'est peut-être une dépression, quoi qu'il en soit, ne souffrez pas en silence. Si vous pensez que votre partenaire souffre, encouragez-le également et demandez de l'aide. Cela y va de votre bien-être, du développement psycho-affectif de l'enfant et de l'harmonie dans votre couple. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Vous pouvez désormais nous laisser des messages en rapport avec vos préoccupations et nous suivre sur la page Facebook de l'émission Tous Concernés. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Prenez soin de vous.